J'ai découvert que ma femme me trompait 2 semaines après notre installation, dans une maison censée nous offrir un nouveau départ. Le propriétaire avait oublié de couper les caméras. Et sur l'écran, j'ai vu ma vie conjugale se décomposer avec une netteté presque insultante. Le pire, c'est que je connaissais l'homme qui l'attendait devant chez moi. Et à cet instant, j'ai compris que le déménagement n'était pas le début de quelque chose, mais la fin de tout. Je m'appelle Adrien. J'ai 39 ans. Un poste confortable dans un groupe logistique où les gens aiment dire que je suis monté vite. Ce qui est une manière polie de résumer 15 ans de train à l'aube, de réunions absurdes et de tableurs assez tristes pour faire pleurer un contrôleur SNCF. J'étais directeur de site à Lille. Puis on m'a proposé une mutation près de Nantes. Meilleure prime, meilleure trajectoire, plus de responsabilités. Le genre d'offre qu'on accepte même quand on sent que le timing familial est un peu bancal. Ma femme, Élodie, a souri quand je lui ai annoncé la nouvelle. Ce sourire précis des gens qui veulent paraître soulagés avant même de savoir si ça les arrange vraiment. Nous étions mariés depuis 11 ans. 2 enfants. Camille, 8 ans, qui corrigeait déjà les adultes avec la gravité d'une avocate fiscaliste. Et Noé, 5 ans, qui avait la capacité très personnelle de transformer un salon en zone sinistrée en moins de 4 minutes. On vivait bien, sans ostentation, bon quartier, vacances raisonnables, mutuelle correcte, boulangerie hors de prix, mais excellente. Bref, la petite vie française, propre sur elle, celle qui donne l'impression aux voisins que tout est sous contrôle. Élodie travaillait par période comme nounou, jamais très longtemps, toujours entre 2 projets, 2 fatigues, 2 excuses. Je ne l'ai pas jugée. J'avais grandi avec un père qui confondait amour et comptabilité. Je m'étais juré de ne jamais faire payer à quelqu'un le fait de gagner moins que moi. Alors j'ai porté beaucoup. Le crédit de l'ancienne maison, les inscriptions des enfants, les imprévus, les déjeuners du dimanche chez sa mère, où l'on me servait du poulet sec avec des remarques passives-agressives sur les hommes qui travaillent trop. Le déménagement vers Nantes s'est fait en urgence élégante. Cartons marqués au feutre noir, dossiers à signer, appel au syndic pour l'état des lieux de sortie, aller-retour chez le notaire pour une procuration, changement d'école, CAF, assurance habitation. La poésie administrative française, dans tout ce qu'elle a de plus sensuel. Comme la mutation était prévue pour 1 an avant une installation définitive, nous avons pris une grande maison en location, dans une commune calme, à 20 minutes de mon nouveau site. Une bâtisse rénovée, avec cuisine ouverte, parquet clair, jardin assez vaste pour que les enfants croient à une enfance de catalogue. Le propriétaire, Marc Vasseur, la cinquantaine précise, polo marine, ton de type qui s'excuse même quand il gagne, nous avait expliqué qu'il avait vécu là avec son ex-femme avant le divorce, et qu'il louait désormais le bien en attendant de décider s'il le revendait. Il parlait peu, mais observait beaucoup. Sur le moment, ça m'avait juste semblé être un homme fatigué par les procédures. Rien d'extraordinaire. Les 2 premières semaines ont ressemblé à un montage publicitaire un peu mensonger. Le matin, je partais tôt. Café brûlant dans un mug isotherme. RER local, puis voiture de service. Le soir, je retrouvais les enfants dans le jardin. Élodie en legging chic, téléphone à la main, l'air absorbé, parfois tendre, parfois ailleurs. Je mettais ça sur le compte du déracinement, du changement, des cartons encore fermés dans le garage. Après 11 ans ensemble, on ne saute pas à la gorge du doute pour un regard flou ou 2 messages WhatsApp retournés écran contre table. Enfin, normalement, le jeudi de la 2e semaine, vers 16h20. Alors que j'étais en réunion sur des retards fournisseurs avec 3 cadres aussi inspirants qu'un formulaire CERFA, mon téléphone a vibré, numéro inconnu. J'ai décroché en pensant à l'école. C'était Marc Vasseur, gêné, presque embarrassé. Monsieur Delmas, je suis désolé. J'ai commis une erreur un peu idiote. J'ai oublié de désactiver complètement les caméras extérieures de la maison. Je les avais coupées sur mon application principale. Mais il reste un accès local dans le boîtier technique du cellier. Il faudrait que je passe le désactiver. Je me suis raidi. Pas de peur encore. Plutôt ce léger froid administratif qu'on ressent quand quelqu'un prononce les mots caméra, maison, oublié. J'ai demandé. Vous avez regardé. Il y a eu un silence.
Le genre de silence qui ne rassure personne. Puis il a répondu. J'ai vu qu'il y avait du mouvement hier. Oui, mais je préférerais vous parler sur place. Je peux venir demain si vous êtes là. J'aurais dû insister, exiger, comprendre. Au lieu de ça, j'ai regardé l'horloge de la salle vitrée. Les colonnes Excel projetées au mur. Ma propre main qui tenait le stylo, comme si tout cela concernait un autre homme. J'ai juste dit « Demain matin, 9 heures, je serai là. » Cette nuit-là. Élodie a été charmante. Presque trop. Elle a commandé des sushis, a ri à une blague médiocre de Noé. M'a demandé si mon nouveau directeur était toujours aussi prétentieux. M'a frôlé l'épaule en rangeant les verres. J'ai senti son parfum, celui qu'elle mettait d'habitude pour sortir, pas pour rester à la maison. Puis je l'ai vu répondre à un message en baissant l'écran aussitôt, un geste minuscule, mais tout à coup d'une vulgarité énorme. Le lendemain, Marc est arrivé à 9h03, ponctuel comme un huissier. Il a enlevé ses chaussures dans l'entrée, a traversé le couloir jusqu'au cellier, a ouvert un coffret électrique et désactivé 2 voyants. Puis il s'est tourné vers moi, avec cette tête des hommes qui savent qu'ils vont ruiner votre matinée. Monsieur Delmas, je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez ça maintenant. Il a sorti sa tablette, a relancé l'enregistrement de la veille, et là, sur l'image propre du portail, j'ai vu une berline sombre s'arrêter devant la maison. Un homme descendre avec un bouquet de pivoine blanche, lever les yeux vers la façade comme quelqu'un qui connaissait déjà l'endroit. Puis Élodie a ouvert la porte et a couru vers lui. Elle ne marchait pas. Elle courait, comme on court vers une évidence. Quand le visage de l'homme s'est tourné légèrement vers la caméra, mon estomac s'est vidé d'un coup, parce que je le connaissais, et pas de loin, c'était Julien Morel, le mari de l'ex-femme de Marc Vasseur. Et à cet instant précis, en regardant ma femme tomber dans ses bras, devant une maison louée à un homme que cet autre homme connaissait déjà, j'ai compris que la trahison était plus ancienne, plus sale, et surtout beaucoup plus organisée que je ne l'avais imaginé. Marc a alors murmuré quelque chose qui a fini de me glacer. Ce n'est pas la première fois que je vois ce type devant cette maison. Adrien, absolument pas la première fois. Et moi, je suis resté immobile. Parce que soudain, je ne voulais plus faire une scène. Je voulais des preuves. Toutes les preuves. Et je venais d'avoir une idée qui allait changer la suite de cette histoire. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas joué au mari trahi, version téléfilm du mardi. Je me suis contenté de regarder la vidéo une deuxième fois, puis une troisième. Avec ce calme très particulier qui ressemble à de la maîtrise. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un incendie intérieur parfaitement rangé, Marc a baissé la tablette et m'a observé comme on regarde quelqu'un qui vient de recevoir une chaise en plein visage sans avoir le droit de tomber. Il a dit « Je suis désolé, j'aurais préféré me tromper. » J'ai répondu « Non, vous auriez préféré ne rien voir. » Nuance. Il a eu un rire sec, presque honteux. Puis il m'a demandé si je voulais une copie. J'ai dit oui sans hésiter. Il me l'a transféré sur une clé USB qu'il gardait dans la poche de sa veste. Le détail m'a frappé. Cet homme stockait des preuves, comme d'autres gardent des pastilles pour la gorge. Il m'a ensuite raconté le reste, par fragments. Son ex-femme, Claire, avait quitté la maison 1 an plus tôt, officiellement pour respirer. Officieusement pour Julien Morel, un type lisse, bien coiffé, commercial dans le bâtiment. Sourire de brochure bancaire et morale de parking souterrain. Marc avait découvert leur liaison après des semaines d'allers-retours étranges, d'horaires flous, de soi-disant rendez-vous chez une amie qui changeait de prénom selon les jours. Le divorce était encore en cours. Il avait gardé la maison. Elle était partie vivre ailleurs. Et voilà que l'amant de son ex-femme se retrouvait devant chez moi, bras ouverts pour accueillir la mienne. Il y avait dans cette situation un niveau de vulgarité logistique presque admirable. 2 foyers abîmés, un seul homme au milieu, on aurait dit une promo de supermarché sur l'infidélité. Marc m'a fixé avant d'ajouter « Je ne veux pas me mêler de votre vie, mais si vous faites les choses, faites-les bien, ne lui dites rien trop vite, gardez tout, date, message, dépenses, déplacement. » J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que j'étais déjà en train de penser.
sur le trajet vers le bureau. J'ai roulé fenêtre fermée, malgré la chaleur. J'entendais encore l'image, plus que le son. Élodie qui sort en courant. Le bouquet. Le sourire que je n'avais plus vu pour moi depuis des mois, sans avoir eu l'élégance de le remarquer. Arrivé au site, je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai prétexté une migraine, puis j'ai créé un dossier chiffré sur mon ordinateur personnel, sobrement nommé « Assurance ». Parce qu'en matière de mensonges, la banalité reste une grande artiste. J'y ai rangé la vidéo. J'ai noté l'heure, la date, la plaque visible partiellement, le transfert de marque, le contexte exact. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller bancaire pour déplacer un rendez-vous prévu avec Élodie à la semaine suivante. Je voulais du temps, pas du bruit. À midi, elle m'a envoyé un message. Tout va bien. Ta réunion? J'ai regardé l'écran, comme on regarde une blague médiocre qu'on est obligé d'applaudir. J'ai répondu oui, journée chargée. Elle a ajouté un cœur. J'ai presque admiré le sens du décor. Le soir, je suis rentré avec des chouquettes pour les enfants. J'ai aidé Camille à réviser une poésie. J'ai construit un garage en Lego avec Noé. J'ai demandé à Élodie comment s'était passée sa journée. Elle a répondu calme, un peu de rangement. Une visio avec une famille pour un babysitting ponctuel. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Sauf l'adultère de l'après-midi dans le jardin. Mais chacun son échelle du banal. J'ai souri. J'ai même demandé si elle voulait qu'on sorte dîner vendredi. Elle m'a regardé avec une surprise prudente, comme quelqu'un qui vérifie si le piège est déjà refermé. Puis elle a dit oui, avec ce ton doux qu'elle réservait désormais aux situations qu'elle ne maîtrisait plus tout à fait. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. Pas comme dans les films où tout tombe miraculeusement sous la main. Non, il a fallu son visage pour Face ID, un angle précis, mon souffle retenu, ma dignité légèrement humiliée par la technologie, mais l'écran s'est ouvert. J'ai commencé par WhatsApp, rien d'évident. Des discussions de parents d'élèves, sa sœur, une voisine, une mère pour du périscolaire, puis une conversation archivée sans nom. Juste un point, sobre, prétentieux, parfait. J'ai ouvert. Il n'y avait presque rien. Justement parce que les gens qui trichent se prennent vite pour des stratèges. Quelques messages récents. Demain comme d'habitude. Tu me manques déjà. Efface. Puis une photo d'un bouquet de pivoine avec la légende. Elles lui vont mieux qu'à la table du salon. J'ai senti ma mâchoire se verrouiller. J'ai pris des captures. Je me les suis envoyées sur une adresse mail secondaire créée dans la foulée. Puis j'ai effacé les traces. Historique. Mails envoyés. Photos récentes. J'avais l'impression de commettre un cambriolage chez moi-même. En descendant plus loin, j'ai trouvé un détail plus intéressant encore. Des notes partagées, déguisées en liste de courses. Lait, compote, pile, A, pressing, jeudi 14h, même lieu, mardi après l'école, impossible vendredi, Adrien à la maison. Là, ce n'était plus une erreur, ni une passade, ni un accident hormonal emballé dans du parfum cher. C'était une organisation, un planning, presque une PME. Le lendemain, j'ai prétexté un déplacement client et je suis resté dans ma voiture, garée à 2 rues de la maison, assez loin pour ne pas être repéré, assez près pour ne rien manquer. À 13h57, une Clio grise s'est arrêtée. Pas la berline de la vidéo. Autre voiture. Autre prudence. Julien en est sorti sans fleurs cette fois, ce qui m'a semblé d'une tristesse, presque professionnelle. Élodie lui a ouvert avant même qu'il sonne. Il est entré comme on entre dans une habitude. J'ai photographié l'heure, la plaque, la façade. Puis je suis resté là 43 minutes, à regarder des moineaux se battre dans une haie pendant que mon mariage se faisait piétiner à 17 mètres de mon pare-choc. Quand il est reparti, j'ai suivi sa voiture sur quelques kilomètres, juste assez pour voir où il allait. Un lotissement récent, à Vertou, portail anthracite. SUV garé devant. Jouer dans l'allée. Donc oui, monsieur avait aussi une vie de famille bien repassée. J'ai pris une photo de la boîte aux lettres, Morel, et à cet instant, une femme est sortie pour récupérer un colis. Brune, élégante, la trentaine, visage fermé par la fatigue des gens qui gèrent trop de choses.
J'ai immédiatement compris qui elle était, la femme de Julien. Et en la voyant signer sans lever les yeux, j'ai senti que mon histoire venait de s'agrandir. Parce que désormais, nous étions au moins 4 adultes à vivre dans un mensonge, construit par 2 autres. Et sur le chemin du retour, alors que je pensais déjà avocat, preuves, stratégie, compte, garde alternée, j'ai reçu un message de Marc, très simple, presque glacial. Regardez la date de la première vidéo jointe. Il y en a une autre. J'ai ouvert le fichier au feu rouge. Et j'ai vu que la première visite de Julien devant cette maison remontait à 3 jours avant notre emménagement. Ce qui voulait dire une seule chose. Élodie connaissait cette adresse, avant que je signe le bail. Et ça, ce n'était plus seulement une liaison. C'était une mise en scène, dont j'étais le financeur imbécile. Et je venais seulement d'en apercevoir les coulisses. J'ai passé la soirée suivante à faire semblant d'être un mari normal, ce qui, après 11 ans de vie commune, relevait moins du talent d'acteur que de la procédure administrative. Tu connais les gestes, tu signes où il faut, tu souris au bon moment, et tu laisses la catastrophe patienter dans le couloir. Élodie avait préparé un gratin de courgettes. Les enfants se disputaient un feutre violet. Noé voulait savoir si les escargots avaient des cousins. Camille m'a demandé pourquoi je regardais maman comme si je faisais des maths. J'ai répondu « Parce que parfois la logique fait souffrir. » Elle a levé les yeux au ciel. 8 ans. Déjà française jusqu'à l'os. Dès qu'ils ont été couchés, j'ai repris mon téléphone, mes captures, mes notes. J'ai reconstitué la chronologie, le bail signé, l'enthousiasme très contrôlé d'Élodie pour cette maison précise, son insistance pour visiter vite, sa remarque étrange. Tu verras, on y sera bien. Comme si elle parlait d'un lieu qu'elle connaissait déjà. Puis j'ai appelé un avocat, recommandé par un collègue. Maître Lemoine. Nantes Centre. Voix calme. Tarif agressif. Efficacité de notaire sous caféine. Je lui ai exposé les faits sans lyrisme. Il m'a coupé au bout de 2 minutes. Ne la confrontez pas. Ne videz pas les comptes, ne partez pas du domicile, documentez tout, surtout ce qui touche aux enfants, aux dépenses, aux mensonges matériels. L'infidélité seule ne fait pas tout, mais les conséquences financières et l'organisation parallèle, elles, parlent très bien devant un juge. J'ai pris rendez-vous pour le lundi. En sortant du bureau le lendemain, je suis allé voir Marc. Il m'a reçu dans un petit appartement, loué en attendant la fin de son divorce. Table Ikea, machine à café de combat, cartons encore fermés, le décor exact des hommes que la vie a remis en version compacte. Il m'a montré d'autres extraits. Julien devant la maison, une fois avec du champagne, une autre avec un sac de week-end, et surtout une vidéo prise le jour de notre état des lieux d'entrée. On y voyait Élodie dans le jardin avec lui, pendant que j'étais à l'intérieur à signer des papiers avec l'agence. Elle riait, lui touchait le bras, puis elle avait remis son visage neutre avant de me rejoindre, comme on remet une veste avant un entretien. J'ai eu un silence, pas un grand silence dramatique, non, un silence sec, celui qui vous fait comprendre que vous n'étiez pas trompé à partir du nouveau chapitre. Vous étiez trompé dès la préface. Marc a fini par dire « Je crois qu'ils ont utilisé cette maison parce qu'elle était vide par période avant votre arrivée. » Claire avait encore un double à l'époque. J'ai tourné vers lui un regard qui devait contenir tout ce que je n'avais pas envie de prononcer. Il a ajouté « Oui, c'est sordide. » J'ai répondu « Non. Sordide, c'est un mot de magazine. Là, on est sur de l'artisanat local. Le lundi, chez Maître Lemoine. Tout a pris une forme plus nette. Il a trié mes éléments, imprimé les captures, classé les vidéos, demandé les relevés bancaires des 6 derniers mois. Et là, le brouillard a commencé à sentir très mauvais. Paiement dans un hôtel à Saint-Herblain, 2 déjeuners en semaine à Pornic. Une boutique de chemises, pour hommes, où je n'avais jamais mis les pieds, et de petits virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas. Pas énorme, assez faible pour passer sous le radar conjugal, assez fréquent pour raconter une histoire. En fouillant davantage, j'ai découvert qu'Élodie avait demandé à utiliser notre compte commun pour régler soi-disant des frais de garde périscolaire. Sauf qu'aux dates en question, les enfants étaient à l'école, ou chez ma mère, ou avec moi. Donc soit nous élevions des fantômes, soit quelqu'un finançait sa logistique amoureuse avec mon salaire. Maître Lemoine a posé son stylo,
a croisé les mains et m'a dit « Là, on commence à parler sérieusement ». Et comme la semaine avait décidé d'être généreuse en révélations, le jeudi soir, en rentrant plus tôt que prévu, j'ai trouvé Camille assise sur l'escalier, le visage fermé. Elle m'a chuchoté « Papa, c'est qui le monsieur qui vient quand tu es au travail ?» J'ai senti le sol changer de densité sous mes chaussures. Je me suis accroupi. J'ai demandé doucement « Quel monsieur ?» Elle a haussé les épaules. « Celui qui sent fort et qui dit à maman de ne pas ouvrir trop grand le portail. » Elle a ajouté « J'ai rien dit parce que maman a dit que c'était une surprise pour toi. » À cet instant, ma colère a cessé d'être conjugale. Elle est devenue méthodique, froide, presque professionnelle. Parce qu'on ne salit pas seulement un mariage quand on ment comme ça. On entraîne les enfants dans le décor. On les transforme en figurants. Et ça, je ne l'oublierai pas. Jamais. Surtout quand, 5 minutes plus tard, en entrant dans la cuisine, j'ai vu le téléphone d'Élodie vibrer sur le plan de travail et s'afficher en plein écran. Demain, même heure, la maison sera vide. Signé. Julien. Je n'ai pas touché au téléphone. Pas tout de suite. J'ai laissé l'écran s'éteindre, comme on laisse un témoin sortir de la pièce avant de verrouiller la porte. Élodie était sous la douche. L'eau coulait. Les enfants regardaient un dessin animé. Et moi, j'étais debout dans ma propre cuisine, à comprendre que la suite ne devait contenir ni éclat, ni menace, ni grande scène, avec verre cassé et dignité en promotion. Seulement de la précision. J'ai attendu qu'elle descende. J'ai parlé du repas, de l'école, d'un dossier urgent au bureau. Elle m'a répondu avec cette facilité obscène qu'ont les menteurs entraînés. Puis, le lendemain matin, j'ai mis ma montre, embrassé les enfants, attrapé mes clés, et je suis parti comme d'habitude, à 8h45. J'étais pourtant garé au bout de la rue. Voiture coupée, carnet sur le siège passager, téléphone prêt, à 9h12. Julien est arrivé, tranquille, presque chez lui. Il a sonné une fois pour la forme, et Élodie lui a ouvert aussitôt. 17 minutes plus tard, Marc m'a rejoint dans sa propre voiture. Il avait accepté de m'aider encore une fois, moins par goût du feuilleton que par fidélité à une vérité qu'il avait déjà broyée lui aussi. Il m'a tendu un café brûlant et a dit « Aujourd'hui, tu ne bouges pas avant d'avoir tout. » J'ai répondu « Aujourd'hui, je ramasse. » À 10h, une femme est entrée dans la rue. Lunettes noires, manteau beige, pas le pas hésitant d'une voisine, plutôt celui de quelqu'un qui vient vérifier une intuition devenue insupportable. J'ai reconnu la femme de Julien, celle du colis devant la boîte aux lettres. Elle a regardé la maison, puis ma voiture, puis celle de Marc. Je suis sorti avant que la situation ne devienne ridicule. Je me suis présenté. Adrien, le mari, elle a eu un rire sans joie. Sophie, l'épouse officielle. Quel club charmant. Apparemment, elle avait trouvé elle aussi des messages, des dépenses, des absences trop bien repassées pour être honnête. Elle avait suivi Julien. Et le voilà, notre artiste, pris entre deux foyers, qu'il croyait assez polis pour ne jamais se parler. Nous avons attendu ensemble encore 20 minutes. 3 adultes silencieux, sur un trottoir propre de banlieue. On aurait dit une mauvaise réunion de copropriété. Puis la porte s'est ouverte. Julien est sorti le premier, sourire encore vivant, jusqu'à ce qu'il nous voie, derrière lui. Élodie s'est figée. Pas blanche. Non. Les coupables ne blanchissent pas toujours. Parfois, ils calculent. Elle a regardé Sophie, puis Marc, puis moi, en cherchant déjà l'angle. L'excuse, la version vendable. Julien a commencé par « Ce n'est pas ce que vous croyez ». J'ai presque admiré la fidélité au cliché. Sophie l'a coupé net, alors n'hésite pas à nous surprendre. Élodie a tenté ma carte préférée. Adrien, je voulais t'en parler. J'ai répondu. Bien sûr, juste après avoir utilisé notre compte commun, impliqué les enfants et organisé tes rendez-vous dans une maison que tu connaissais avant même qu'on signe le bail, là, son visage a changé. Parce qu'elle venait de comprendre que je n'avais pas découvert une faute. J'avais reconstruit tout le mécanisme. Marc a ajouté « J'ai les vidéos. Et moi aussi, a dit Sophie en levant son téléphone.
Le silence qui a suivi avait quelque chose de délicieux. Bref, propre, sans théâtre, j'ai regardé Élodie et j'ai dit « Ce soir, tu dormiras ailleurs. Demain, mon avocat lance la procédure. Et à partir de maintenant, tu ne mens plus qu'à ton reflet. » Puis, je suis remonté en voiture, avec une paix glacée. Parce que pour la première fois depuis des semaines, ce n'était plus eux qui contrôlaient le récit. C'était moi. Et le meilleur restait à venir. La bataille du divorce. Celle où les preuves parlent mieux que les serments. Le divorce n'a pas été une tempête. Ça aurait eu quelque chose de noble. Non. Ça a été une opération comptable, avec fond sonore de mensonges fatigués. Et j'étais parfaitement équipé pour ce genre de sport. Maître Lemoine a monté le dossier, comme on monte un meuble suédois. Sans émotion. Avec méthode, relevé bancaire, capture d'écran, chronologie, vidéo datée, attestation de marque, puis détail qui a fini d'achever la crédibilité d'Élodie, le témoignage spontané de Sophie, qui avait découvert que Julien utilisait aussi leur argent commun pour financer ses escapades. Autant dire que monsieur avait transformé l'adultère en start-up, sans business model, mais avec beaucoup de frais annexes. En face, Élodie a d'abord tenté la version floue. Elle se disait perdue, négligée, seule pendant ma mutation, le discours classique des gens qui confondent malaise personnel et permis de frauder. Sauf que les dates la contredisaient, les virements la contredisaient, les messages la contredisaient, et surtout, la préméditation la contredisait. Cette maison choisie en connaissance de cause, ces visites organisées avant même notre installation, ces consignes absurdes données à Camille, ces dépenses piochées dans le compte familial, à partir du moment où les enfants apparaissaient dans le décor, la sympathie judiciaire s'évaporait assez vite. J'ai demandé une résidence principale, chez moi, avec droit de visite encadré au début, le temps que tout se stabilise. Pas pour punir, pour protéger, nuance importante. Les juges aiment bien les adultes capables de distinguer vengeance et responsabilité, même si, entre nous, j'avais encore assez de colère pour alimenter une petite centrale. Les semaines suivantes ont été étranges. Je gérais mon site, les devoirs, les lessives, les rendez-vous d'école, les papiers avec la CAF, les échanges avec mon avocat, et je découvrais avec une ironie assez sèche que j'étais plus serein seul avec 2 enfants que marié à une femme qui me mentait en plein visage. Camille a cessé de chuchoter. Noé a recommencé à dormir, sans venir 3 fois, vérifier que j'étais bien là. La maison louée a perdu son air de décor complice. Elle est redevenue juste une maison. Entre-temps, Julien a tenté de recoller les morceaux avec Sophie, avant de découvrir qu'une femme trahie supporte assez mal d'être prise pour une option logistique. Elle l'a quitté rapidement. Et cette information ne m'a procuré aucun plaisir supérieur. Simplement la satisfaction sobre de voir les conséquences retrouver leur propriétaire. Le jugement provisoire m'a été favorable. Puis l'accord final aussi. J'ai conservé l'essentiel des avoirs, parce que j'avais financé presque tout, parce que l'usage abusif du compte commun était documenté, et parce qu'Élodie, en voulant jouer sur tous les tableaux, avait fini par laisser des traces partout. Elle est repartie avec moins qu'elle l'avait imaginé. Beaucoup moins. Moi j'ai gardé la stabilité. Les enfants la plupart du temps. Et surtout quelque chose qu'aucune procédure ne chiffre. Le contrôle de ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un nouveau logement. Plus petit, plus simple. Près d'une boulangerie honnête et d'une école correcte. Le luxe véritable. J'ai appris à faire des tresses approximatives, des pâtes sans protestation générale, et des réponses neutres quand quelqu'un demandait « Alors, votre femme s'adapte bien à la région ?» Je répondais « Non, elle a choisi un autre itinéraire, ce qui était élégant, factuellement exact, et suffisamment froid pour mettre fin à la conversation. Un dimanche, en vidant un carton resté fermé depuis le déménagement, je suis retombé sur le double des clés de cette fameuse maison. Je les ai regardées quelques secondes, puis je les ai jetés sans cérémonie. Il y a des objets qui ne ferment plus rien, ils rappellent seulement qu'on a un jour ouvert sa porte aux mauvais mensonges. Si je raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer les héros calmes ni les stratèges brillants. C'est parce qu'on survit mieux à la trahison quand on cesse immédiatement de négocier avec l'évidence. Ce que j'ai perdu ce jour-là n'était pas un grand amour. C'était une illusion bien décorée. Et franchement, avec le recul, elle me coûtait beaucoup trop cher. En argent
en énergie, en respect. Alors oui. J'ai découvert que ma femme me trompait quand nous avons emménagé dans une nouvelle maison, à cause de caméras oubliées par un propriétaire distrait. La vie a parfois un humour d'employé municipal, sec, précis, sans fioritures. Mais pour une fois, cet humour était de mon côté. Et c'est sans doute pour ça qu'à la fin, malgré les papiers, les avocats, les regards des autres et les ruines bien rangées, ce n'est pas moi qui ai tout perdu. C'est elle. Parce qu'un mensonge peut voler du temps, jamais la tenue de celui qui refuse de s'effondrer.